je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, non, non, mais on est à l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part. Vous avez dit que ça allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire. On part sur des questions tellement hors Alors, sujet. Mais non, mais je vais qu'est-ce le que vous redire. allez Non, dire mais là? on va Votre prochaine rester, question. excusez-moi, on va Laissez-moi rester très terminer, s'il calme. vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, hein. Mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Non, alors, Et on va bref, pour revenir pour à la être plus sérieux, question non, et non, mais répondez à la. La commission d'enquête menée début 2025 à l'Assemblée nationale sur TikTok a suscité un intérêt inhabituel pour une institution parfois jugée déconnectée des réalités numériques. À l'origine de cette initiative, un faisceau d'alertes récurrentes sur les effets du réseau social sur la santé mentale des adolescents. Troubles alimentaires, comportements à risque, dépendance croissante, exposition à des contenus choquants ou sexualisés, le bilan semblait alarmant. À tel point que les députés ont décidé de ne plus se contenter de rapports d'experts ou de chiffres abstraits. Ils ont convoqué, dans un format très médiatisé, ceux qui font TikTok au quotidien, les influenceurs. La rapporteure principale, Laure Miller, députée Renaissance et figure montante à l'Assemblée, a pris à bras le corps ce dossier. Rapporteure, mais aussi ancienne avocate, elle entend bien que cette commission ne soit pas un simple exercice de communication politique. Elle veut des réponses, et elle veut que les responsabilités soient posées clairement. Son objectif annoncé est limpide. Comprendre comment un outil de divertissement peut aussi devenir un vecteur de souffrance, voire de dérive, pour une partie non négligeable de la jeunesse. Les premières auditions ont rapidement donné le ton. 5 influenceurs majeurs ont été convoqués. 5 personnalités aux millions d'abonnés cumulés, suivies par des adolescents comme des figures presque religieuses. L'un des moments les plus marquants a été celui d'Alex Hitchens, connu sous le pseudo Isaac Mayembo. Une figure montante, sympathique et joviale sur ses vidéos, un peu moins à l'aise en visio devant les députés. Il commence par admettre que TikTok a sans doute des effets négatifs, qu'il a lui-même été témoin de commentaires déplacés ou de réactions inquiétantes de certains jeunes. Mais quand les questions se précisent, il coupe sa connexion. Prétextant un malaise, il met fin à l'audition. Ce départ inattendu agit comme un révélateur, il met en lumière la difficulté pour ces créateurs de contenu à évoluer dans un cadre de responsabilité politique. Ce fossé entre les codes de la politique et ceux du numérique est central. D'un côté, des élus qui fonctionnent à partir d'un schéma de hiérarchie, de normes, de redevabilité. De l'autre, des jeunes influenceurs qui ont bâti leur carrière sur la spontanéité, la rapidité, l'absence de filtre. Les confrontations ont été parfois surréalistes. Un député interroge un influenceur sur l'impact psychologique d'un filtre de beauté ultra réaliste, et l'influenceur répond par une punchline toute faite, issue de son storytelling personnel. Le dialogue tourne court. Ad Laurent, autre influenceur convoqué, est l'un des cas les plus problématiques. Sur TikTok, il incarne une masculinité conquérante, musclée, parfois à la limite de la violence verbale. Dans ses vidéos, il valorise une vision très stéréotypée des rapports hommes-femmes, souvent au détriment du respect ou de l'égalité. Lors de son audition, il est visiblement mal préparé. Il refuse d'admettre que ces contenus peuvent avoir une portée prescriptive. Il minimise leur impact. À la question d'un député sur l'influence des discours virilistes dans les phénomènes de harcèlement scolaire, il répond par une attaque sur les fragilités de la société. Une phrase qui fait bondir plusieurs membres de la commission. Plusieurs parlementaires s'accordent alors sur un point. Ce n'est pas simplement une question de contenu choquant, mais de modèle économique. Les influenceurs ne sont pas des artistes isolés. Ils obéissent à une logique algorithmique qui les pousse à l'excès, à l'émotion forte, au clic assuré. Ce que certains appellent la tyrannie de la visibilité. Un autre influenceur, Nasda, très controversé pour ses vidéos chocs et ses mises en scène dérangeantes, a été interrogé sur sa responsabilité dans la diffusion de fausses informations, voire de mise en scène exploitant des personnes vulnérables. La question n'était pas tant de juger moralement ses actes, mais de comprendre à quel moment l'économie de l'attention devient un système d'exploitation sociale. Car c'est bien cela qui se joue en filigrane de la commission. TikTok est-il un simple miroir des dérives de la société, ou un catalyseur de ces dérives? Plusieurs auditions ont montré que les frontières sont de plus en plus floues. Les jeunes sont à la fois spectateurs et producteurs de contenu. Ils rejouent en ligne les tensions de leur époque, rapport au corps, identité, sexualité, violence. Mais sans filet de sécurité, sans formation critique, sans médiation adulte, et surtout, sans conscience de leur propre exposition. Les députés n'ont pas manqué d'interroger les experts sur les conséquences neurologiques et psychologiques de cette surexposition. Plusieurs études ont été citées. Augmentation de l'anxiété chez les moins de 18 ans,
Explosion des cas de dysmorphophobie liés aux filtres d'image, développement de troubles alimentaires influencés par des tendances comme le What Eat in a Day ou des challenges de jeûne extrêmes. Certains psychiatres auditionnés ont même parlé de crises identitaires déclenchées par TikTok, estimant que le réseau social fabrique des effets de normes dévastateurs. Mais très vite, une autre question s'est imposée. Où commence et où finit la responsabilité ? Les influenceurs sont-ils de simples exécutants de l'algorithme ? Les parents doivent-ils être tenus pour responsables ? Et l'école, dans tout ça ? Doit-elle intégrer une forme d'éducation aux plateformes, au même titre que l'éducation aux médias classiques ? Plusieurs députés ont suggéré de renforcer les programmes d'éducation numérique. Mais cela ne suffit pas à contrer un système entier. Car le cœur de la mécanique, c'est l'algorithme. Le fameux « For You page » qui adapte les contenus en fonction du comportement de l'utilisateur. Plus on clique, plus on reste, plus l'algorithme affine notre profil. Une spirale quasi hypnotique. Certains experts parlent de « dopamine loop », une boucle addictive qui joue sur la récompense immédiate. L'algorithme, pourtant présenté comme neutre, est en réalité un producteur actif de tendances. Il oriente, suggère, incite. À ce titre, il devrait être considéré comme un éditeur ou du moins un coproducteur de contenu. Mais pour l'instant, la loi française ne reconnaît pas cette responsabilité. Autre dimension majeure abordée, la protection des mineurs. Plusieurs députés ont proposé de durcir les règles de vérification d'âge. Aujourd'hui, il suffit de renseigner une date de naissance pour accéder à TikTok. Une formalité contournable en quelques secondes. Certaines propositions vont plus loin. Obligation de reconnaissance faciale pour les contenus sensibles, création d'un mode adolescent par défaut, plafonnement du temps d'écran à 1 heure par jour pour les moins de 16 ans. Des idées qui suscitent un vif débat. Entre protection nécessaire et tentation de contrôle excessif, la ligne de crête est étroite. Mais c'est sur les angles morts de cette commission que certains analystes pointent leur déception. Car au fond, la grande absente de cette enquête, c'est la question géopolitique. TikTok, propriété de ByteDance, entreprise chinoise, pose un problème bien plus vaste que celui du contenu viral. C'est un enjeu de souveraineté numérique. Où vont les données ? Qui les traite ? Dans quelles conditions ? Quelle est la capacité réelle d'influence de Pékin sur les contenus visibles en France ? Ces interrogations, bien qu'effleurées, n'ont jamais été creusées avec la rigueur nécessaire. Pourquoi les députés n'ont-ils pas auditionné les responsables de la CNIL, des agences de cybersécurité, ou même des experts en cryptographie ? Pourquoi n'avoir pas abordé la question des infrastructures, des serveurs, des transferts de données hors Europe ? Cette absence soulève une hypothèse dérangeante. La mise en scène des auditions aurait-elle servi de paravent ? Une manière de désigner des influenceurs comme boucs émissaires faciles, tout en évitant le vrai débat, bien plus technique et moins télégénique. Certains parlementaires eux-mêmes ont exprimé leur malaise. L'un d'eux, en off, aurait déclaré que « la vraie question, c'est pas TikTok, c'est l'absence de stratégie européenne sur la souveraineté numérique ». D'autres rappellent que les États-Unis ont déjà engagé un bras de fer juridique avec TikTok, allant jusqu'à envisager son interdiction si les données des utilisateurs américains ne sont pas stockées sur le sol national. En France, on semble encore loin de ce niveau d'exigence. Il reste les recommandations attendues pour l'été. Parmi elles, interdire les contenus dangereux à fort engagement émotionnel, rendre transparents les critères de recommandation, imposer des alertes en cas de scrolling excessif, renforcer la régulation publicitaire, responsabiliser les marques dans leur choix d'ambassadeurs. Des propositions intéressantes, mais parfois redondantes. Plusieurs existent déjà dans d'autres pays, comme la Corée du Sud ou l'Australie. Encore faut-il les appliquer avec rigueur. Le sentiment dominant, chez les observateurs, est celui d'un demi-bilan. Une commission utile, voire nécessaire, mais incomplète. Une photographie partielle d'un phénomène global. Un effort de régulation dans un monde en perpétuelle mutation. En somme, une tentative de reprendre la main. Mais sans réelle prise sur les rouages cachés. En définitive, cette commission n'a pas échoué. Elle a permis une prise de conscience. Elle a mis en lumière des tensions fondamentales entre liberté d'expression, santé publique, éducation et souveraineté. Mais elle n'a pas encore osé aller au bout de son diagnostic. Le numérique, et TikTok en particulier, ne sont pas que des espaces sociaux. Ce sont des systèmes techniques, industriels, commerciaux, géopolitiques. En les abordant uniquement sous l'angle sociétal, on se prive d'une lecture plus stratégique. La France, comme d'autres pays européens, a besoin de penser son avenir numérique. Non pas en réagissant aux tendances, mais en anticipant les batailles à venir. Cryptage, contrôle des données, indépendance technologique, éthique de l'intelligence artificielle. C'est ce qui manque aujourd'hui. Pas une volonté de réguler, mais une capacité à gouverner. TikTok n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Un iceberg fait d'interfaces, de serveurs, de brevets, de décisions algorithmiques prises loin des démocraties. Si cette commission n'est qu'un premier pas vers une politique plus lucide, elle aura rempli sa mission. Sinon, elle restera comme un bel exercice de style, face à un monde qui avance sans attendre.